Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 3e édition dans le cadre de ce partenariat fructueux entre Café Philo Haïti et la RTVC. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de cette fidélité manifeste, ce public aussi qui grandit de jour en jour. À nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous annonçons pour la semaine prochaine la 4e édition de Café Philo en direct sur la chaîne 22. Et ce partenariat fructueux est à encadrer. Et place donc au présentateur Néhémie. Bonne édition. Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs. Pas tout de suite avec le présentateur Néhémie. Je dis bienvenue à vous qui avez consenti le déplacement pour participer à cette activité que vous aimez tant. Et comme a dit Adler, nous sommes donc à notre 3e édition et cet après-midi, nous allons avoir un débat assez fructueux comme toutes les fois. Alors, on garde quand même notre schéma, notre format. Je vous prie donc de vous mettre debout. Nous allons ensemble entonner la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci bien. Et à présent, nous allons écouter notre chanson fétiche, Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà, à présent, nous allons passer à un autre aspect de l'activité. Comme aime le dire notre coordonnateur général, Ralph Jean-Baptiste, nous voulons inscrire par cette activité justement l'audiovisuel dans la conditionnalité intellectuelle en Haïti. C'est en ce sens qu'à chaque édition de Café Philo, nous vous proposons donc une vidéo ou deux, dépendamment du sujet, qui traite ou qui parle de près ou de loin du sujet qui va être traité. C'est en ce sens que je vous invite donc à visionner deux vidéos. Comment les civilisations distinguent-elles les humains des non-humains? Et le vaudou haïtien rencontre avec Lati Max Beauvoir, récemment décédé. Pardon. Bonjour Philippe Descola. Bonjour Sophie Becherel. Vous êtes titulaire de la chaire Anthropologie de la nature. Il y a plus de 30 ans, après 3 années aux côtés des Indiens Achuar, vous vous rendez compte que la distinction nature-culture ne tient plus la route et vous mettez au point en fait un nouveau modèle. Oui, parce que je me suis rendu compte que les Achuar ne faisaient pas passer la lecture des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains au même endroit que moi j'avais l'habitude de les voir. Dans mon système, c'est-à-dire dans notre système, que j'ai par la suite appelé le naturalisme, qui s'est mis en place à partir, disons, du XVIIe siècle, on considère que seuls les humains ont le privilège de l'intériorité, de l'esprit, ils communiquent, ils ont la capacité symbolique, ils ont bien sûr le langage qui permet de l'exprimer. En revanche, du point de vue de leur corps, de leur dimension physique, ils sont un élément d'un continuum général qui est soumis aux grandes lois de la nature, de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Les Achuar faisaient exactement l'inverse. Les Achuar disaient
la plupart des non-humains ont une intériorité, une capacité subjective, peuvent avoir un point de vue sur le monde, et donc ils ont le même type d'intériorité que les humains. En revanche, chaque classe d'êtres, distinguée par un corps, par une apparence physique, a des dispositions qui lui sont propres, et peut de ce fait avoir accès à un monde particulier qui est comme le monde qui est branché sur ses atouts biologiques. Donc cette inversion dans la façon de voir, de lire des discontinuités entre la nature et la culture me dit, bah, après tout, il n'y a pas de nature et de culture, il y a simplement des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, mais elles ne passent pas au même endroit. Et je me suis rendu compte que ces deux modèles, d'un côté les Achuar que j'ai appelé l'animisme et qu'on trouve dans une grande partie du monde, dans le nord d'Amérique du Nord aussi, en Sibérie, dans certaines régions de Mélanésie, d'Asie du Sud-Est, etc., n'était pas non plus la norme partout. Et qu'il y avait deux autres formules que j'ai appelées le totémisme et l'analogisme. Le totémisme qu'on trouve de façon exemplaire chez les aborigènes australiens et qui part du principe qu'il y a des groupes, il y a des classes qui sont issues d'un prototype et qui donc partagent des qualités qui sont à la fois physiques et morales. Et qui sont en bloc complètement différentes des qualités physiques et morales que partagent d'autres groupes d'humains et de non-humains qui sont dépendants, si vous voulez, ou qui sont désignés par un autre nom totémique. Et puis il y a une dernière formule que j'ai appelée l'analogisme, c'est l'idée que tous les objets du monde sont différents, tous sont singuliers, et que pour donner une cohérence à ce monde fragmenté, il faut pouvoir établir des correspondances entre chacun de ces objets disparates. Et ces correspondances, elles sont donc organisées en général selon des tableaux d'attributs. Donc on va mettre le rouge, la pie, l'acacia, le chaman, etc., etc. Donc c'est des ensembles, si vous voulez, d'objets qui partagent, du fait des correspondances analogiques, des qualités communes. Ces quatre systèmes, en somme, sont autant de façons de détecter dans le monde des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, de les organiser, dont seul l'un d'entre eux, le nôtre, le naturalisme, est fondé sur l'idée d'une distinction majeure entre nature et culture. On reste donc toujours à côté de la nature, et puis on en a une vision un peu utilitariste quand même. Vous parliez de ce qu'elle nous donne, on doit le lui rendre ou du moins le préserver. Vous semblez gêné par cette relation Je suis gêné par l'utilitarisme, en effet, parce qu'il me semble que je comprends bien les arguments politiques ou tactiques qui sont employés d'ailleurs par les organisations écologiques qui disent il faut préserver la forêt amazonienne parce que c'est le poumon de la planète, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais enfin bon, ça peut être un argument. Il ne faut pas détruire la biodiversité de l'Amazonie encore parce qu'on va probablement trouver des plantes là qui auront des molécules qui permettront un jour de guérir telle ou telle maladie. Donc c'est toujours des arguments utilitaristes. Je comprends la tactique qui consiste à utiliser ces arguments utilitaristes, mais moi je préfère partir d'un autre principe qui est de dire que la diversité en général est préférable à la monotonie. Diversité des espèces, diversité des mondes, diversité des cultures, diversité des langues, et que je me sens beaucoup mieux dans un monde beaucoup plus compliqué que dans un monde appauvri, simple et monocolore. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre comme une valeur en soi, et pas comme une valeur qui est susceptible de nous apporter quelque chose. Quel sera le thème de votre cours cette année? Alors, je fais depuis 2 ans un cours sur le paysage, parce que il me semble que cette question est intéressante d'un point de vue anthropologique. Alors, la voie que j'ai choisie part du principe que, au fond, un paysage, c'est la transfiguration d'un site, soit dans une image, soit par son aménagement, en jardin, en parc, un embellissement si vous voulez, de façon à révéler quelque chose de ce site qui n'était pas présent immédiatement lorsque on le regardait. Autrement dit, un paysage est un signe. C'est un signe de quelque chose d'autre que
disons, sa fonction immédiate. Et si on l'aborde ainsi, on s'aperçoit qu'il y a en fait des paysages, en ce sens, dans de très nombreuses sociétés de par le monde où il n'y a aucune figuration paysagère. Alors, j'ai commencé à aborder ça de différentes façons, et notamment, par exemple, l'année dernière, avec les jardins de subsistance. Un jardin de subsistance dans l'ère intertropicale, c'est quoi? C'est une plantation que l'on fait dans la forêt, après on coupe la forêt, on brûle et on plante un très grand nombre d'espèces, et qui donc sert à la subsistance. Hein, il peut y avoir, dans un jardin à Hachoir, il y a plus d'une centaine d'espèces cultivées, c'est quand même une variété extraordinaire. Mais cet ensemble est aussi le signe de quelque chose. Alors, dans le cas des agences, c'est un signe de la forêt. Alors, c'est donc un signe qui fait que le jardin a une dimension symbolique, et très souvent une dimension esthétique aussi, tout en étant pourvoyeur de subsistance. Donc, le principe qui anime cet enseignement, c'est qu'on peut trouver du paysage avec certaines des caractéristiques qu'on a données à cette notion à partir de la Renaissance dans des civilisations qu'on n'avait pas l'habitude de considérer comme paysagères auparavant. Et donc c'est véritablement dans l'axe de cette anthropologie de la nature à laquelle je travaille depuis pas mal d'années. C'est où qui peut te drapeau, c'est où qu'a pas soleil pour loin. Les Mon nom c'est Max Beauvoir et je suis connu comme le Hati ici en Haïti. Hati, c'est le titre vaudou qui veut dire chef suprême ou suprême serviteur du vaudou. Je me désolais du fait que les étrangers avaient généralement un point de vue négatif vis-à-vis d'Haïti. Et je me demandais pourquoi. Et dans mes réflexions, je suis arrivé à comprendre que c'était normal. Normal parce que d'une part, les gens venaient voir et allaient rapporter de vilaines choses. Mais d'autre part, le vaudouisme lui-même avait tendance à se cacher et à ne pas s'ouvrir au monde. Donc, il n'était pas connu. Et c'est de cette ignorance que sortaient ces sentiments mauvais. Je me suis dit, mais c'est ridicule. En regardant le vaudou lui-même, où j'ai trouvé tant de belles choses, surtout sur le plan des danses, le plan des chansons, sur le plan de l'esthétique en général. Que je me suis dit, mais pourquoi ne pas montrer au monde ce que vous avez? Et se cacher n'est pas une solution. Nous sommes, ouvrons nos portes. Naturellement, j'ai dû m'exprimer à travers la presse nationale, internationale, à un moment ou à un autre, sur le vaudou. Il fallait bien expliquer aux gens ce que c'était que le vaudou. Quand les gens venaient vraiment avec la question fondamentale, mais qu'est-ce que c'est que ce vaudou-là dont vous parlez? Etc. Nous ne savons pas ce que c'est pas enseigné dans les écoles. On ne sait pas ce que c'est.
quand on regarde les idées vaudou, on peut y trouver facilement, très facilement, que les prétentions sont universelles. Et que l'homme dont on parle, l'homme vaudouisant, ce n'est pas vraiment un Haïtien qui s'enferme seulement dans son pays, mais c'est ouvert totalement sur le monde. Et toutes les valeurs y sont, que ce soit les valeurs éthiques, les valeurs morales, toutes les valeurs s'y trouvent. Et donc je suis content de pouvoir me mettre derrière et le défendre. Avant de passer la parole avec l'intervenant d'aujourd'hui, Néhémie Pierre Daromé, qui est là pour nous parler aujourd'hui de la volonté des non-humains. Je voudrais vous présenter la dernière parution de Rodolphe Mathurin, dit Sonson Mathurin comme on aime l'appeler, 2015. 1915-2015, l'occupation vous en, et puis vous en encore 100 fois. Donc c'est donc un recueil de poèmes publié par Rodolphe Mathurin à l'occasion du centenaire de l'occupation américaine. Et le sujet d'aujourd'hui, il vous a été envoyé sur vos portables et publié dans les multiples réseaux sociaux et ainsi à la radio et télévision Caraïbes, et la volonté des non-humains. Il s'agit là d'un sujet assez bizarre et très complexe, où l'on va parler d'un paradigme assez intéressant, assez nouveau aussi, et où l'on essaye de prendre en compte la place, Néhémie va dire la volonté des non-humains dans l'analyse, dans la réflexion et dans la vie tout court. Alors, je vais passer la parole à l'intervenant d'aujourd'hui. Donc, je dirais tout simplement que Néhémie est maître en philosophie de l'Université de Paris 8, ancien étudiant de l'école normale supérieure. Néhémie est enseignant, il travaille également dans le domaine éducatif en France, à Paris. Donc, Néhémie est avec nous aujourd'hui pour parler de la volonté des non-humains. C'est Samy, et je suis aussi ton compère, n'est-ce pas? Nous sommes tous autant que nous sommes. Je veux dire, vous qui êtes là, ceux qui ne sont pas là, hommes, femmes, blancs, noirs, riches, pauvres, confrontés à un genre de problème simple, élémentaire, j'ai envie de dire, mais qui peut inviter à aller plus loin. C'est un problème qu'on retrouve le plus basiquement possible dans la grammaire. J'ai même proposé de l'appeler le problème de l'article défini. C'est que nous côtoyons à chaque fois des choses, des objets particuliers, singuliers. Bon, je parle dans un micro, vous êtes assis sur une table, sur une chaise, vous buvez dans un verre. Mais vous êtes en capacité à chaque fois de renvoyer ces choses singulières à des réalités plus vastes, dont on dit des réalités générales. Il suffit d'ajouter l'article défini pour passer d'une table, celle que vous utilisez, à la table. Pour passer d'un chien, celui qui est chez vous, au chien. Pourquoi est-ce un problème? Parce que tout simplement, ça nous invite à changer de registre. On passe d'un registre pragmatique à un registre, si vous voulez, théorique. On est tout de suite invité à penser. C'est pour ça que beaucoup de philosophes, surtout en classe terminale, on a tendance à nous dire qu'un concept, c'est une idée générale. Ça ressemble. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas. On est invité à penser quand il n'y a plus une table devant nous, mais la table comme propriété matérielle. On est invité à penser quand il n'y a plus un micro dans lequel je parle, mais le micro comme propriété matérielle, comme ensemble. Et cela propose, suggère la difficulté suivante, que dans le langage, au moins, on arrive à extraire
à abstraire, j'ai envie de dire, ce dont on ne fait pas usage. Tous vous le faites. Hein. Pour le moment, je dis tout ce qui est très simple. C'est-à-dire, vous dites, non, voilà, j'ai une femme. Bon, oui, j'ai une femme, j'ai un homme, mais ce n'est pas l'homme. Je ne suis pas avec l'homme, je ne suis pas avec la femme, je suis avec une femme. Bon. Ce que ce malaise dans l'article défini ressemble, j'ai donné la version, j'ai donné une vulgate, ressemble au problème du concept que posait Platon de son temps avec Socrate, et plus lointainement au dilemme, à ce qu'on appelait le dilemme de la participation. C'est-à-dire comment les choses sensibles, tangibles que nous utilisons participent du concept que nous pouvons en avoir. Participent de la généralité à partir de laquelle nous pouvons la saisir, cette chose. Bon, restons-en là de ce constat. Un autre est tout aussi plausible. À côté de toutes ces choses particulières que nous utilisons et que nous pouvons généraliser par le fait du langage, il y a aussi que nous prenons, c'est tout naturel, hein, pour nous autres, du moins j'en ai l'impression, vous me direz, que nous nous prenons tous en tant que nous sommes pour différents, en tout cas pour vis-à-vis de quelque chose d'autre qui s'appelle le monde. Bon, il y a nous et le reste du monde. Il y a les humains, pour ainsi dire, et les non-humains. Bon, ce sont les hommes qui parlent et qui parlent entre eux, qui déterminent entre eux ce qui est, du moins au niveau langagier. Je disais donc qu'il nous paraît tout naturel de distinguer a priori ce qui relève du naturel et d'autres, c'est-à-dire ce qui relèverait de l'homme, du culturel. Et nous établissons dans cette dualité un rapport de discontinuité, c'est-à-dire qu'il paraîtrait évident pour tout sujet cartésien ici présent que je ne suis ni le micro avec lequel j'interviens, ni la table sur laquelle je m'appuie. Et ce rapport de discontinuité détermine les a priori non seulement de nos pensées, mais plus sainement, plus simplement de nos appréhensions. Autrement dit, nous nous accordons quelque chose de très sophistiqué qui s'appelle l'intériorité que nous n'accorderions à rien d'autre ou à n'importe quel autre objet qui serait dans ce que nous appelons la nature. Alors il y a un paradoxe, je le dirai plus tard, dans cette affaire d'intériorité, parce que l'intériorité est intériorité pour autant qu'on en parle, qu'on l'exprime, c'est-à-dire pour autant qu'on en fasse une extériorité. Et cette délimitation, qui sera donc ma deuxième considération, me ramène directement à la question de volonté parce qu'elle semble liée à la question d'intériorité. C'est-à-dire la volonté, comme on a l'habitude de la définir, est toujours liée à cette autodétermination silencieuse, j'ai envie de dire, à partir de laquelle nous sommes portés à faire des choix. Donc la volonté devient affaire d'intériorité, tandis que l'intériorité a précédemment été régionalisée dans une affaire d'humanité, de culturel si vous préférez. Je dis de culturel parce qu'il y a déjà pas mal de tentations au niveau de l'étiologie, des choses comme ça, pour accorder de la volonté à certains autres êtres vivants, sentants, des animaux qui seraient tellement intelligents qu'on dirait d'eux, ah, il agit, il veut faire ça, il agit par volonté. Donc, la volonté qui serait liée à l'autodétermination, c'est-à-dire à l'intériorité,
serait elle-même régionalisée dans la culture et précisément, si vous voulez, dans l'humanité. On reviendrait là-dessus. Donc, parler de la volonté des non-humains renvoie peut-être à remuer un débat que nous avons eu précédemment dans Café Philo et à aller plus loin sur la question de la place des choses et de l'influence des choses. Les choses s'entendent presque en créole, bagayo, on va dire ce que je vais préciser de plus en plus, ce que je mets dessous. Donc, la volonté liée à l'intériorité n'échappe pas du tout à la question des dispositifs. Là, on commence à mettre la question en but. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne me permettrai même pas de vouloir, autant que je ne pourrai pas les réaliser. Bon, je ne vais pas énumérer, ça ne me viendrait de toute façon pas à l'esprit de les vouloir. La question de dispositif va tellement loin. C'est valable pour tout. Pour le moment, il n'y a rien de théorique là-dedans. Je parle de dispositif pour autant que là, on organise la salle de telle sorte que j'ai un micro pour parler, j'ai une table pour m'asseoir et qu'il y ait des caméras pour filmer, c'est-à-dire les dispositifs matériels. Et on a bien expérimenté ensemble que les dispositifs peuvent interrompre les acteurs. La question des dispositifs est tellement à la fois simple et prégnante que depuis Durkheim du moins, on a tendance à considérer que ces dispositifs rentrent dans tout fait religieux. Autrement dit, quand Durkheim fait la distinction entre sacré et profane pour décider que là, il y a du religieux et là, il n'y en a pas, tout ce qu'il a, au fait, c'est un ensemble de dispositifs qui témoignent du sacré. Ces dispositifs s'entendent n'ont pas de volonté, a priori, enfin on va dire ordinairement. Ces dispositifs sont là pour servir des volontés autres, mais n'en ont pas. Cette sacrée différence, j'ai envie de dire, m'interroge, moi, sur des rapports que par ailleurs nous établissons quotidiennement, des rapports dits d'appartenance. Parenthèse pour rappeler ce que j'ai pu appeler, enfin suite à un penseur qui s'appelle Toby Nathan, des rapports d'appartenance, c'est quand on vous demande de vous définir, on vous demande qui êtes-vous, vous allez commencer par dire votre nom de famille, vous allez commencer par dire, finir par dire peut-être votre nationalité, c'est-à-dire non des identités, mais des appartenances à une famille, des appartenances à un pays, des appartenances à une race, des appartenances à une religion. Je postule à partir de là que ces appartenances ne se contentent pas de nous déterminer, mais déterminent les règles avec lesquelles on les mobilise, ce qui est tout autre chose. Si pour dire, par exemple, que je suis haïtien, je veux dire que je réponds à certaines règles de citoyenneté haïtienne, cela veut dire que non seulement Haïti fait de moi celui que je suis, mais veut dire aussi que Haïti fixe un certain nombre de règles à partir desquelles je peux répondre de son nom. Ce que je dis là n'est pas bien compliqué, ça veut dire tout simplement que une volonté générale ne s'identifie jamais aux volontés particulières. Quand on dit, bon, c'est pour des questions de volonté générale, on veut dire tout simplement que c'est pour des questions de volonté dont personne individuellement ne peut pas se revendiquer, ne peut pas répondre. C'est la volonté générale. Donc, je viens de vous faire 3 considérations qui pour approcher le sujet, n'ont pas l'air de répondre aux attentes, même pas aux miennes pour l'instant. Première considération, donc je vous ai parlé des choses particulières dont on peut renvoyer à une généralité par un fait de langage de l'article défini. Deuxième considération, la coupure, le hiatus, le grand partage
dirait Philippe Descola, qu'on a regardé en documentaire. Le grand partage qu'on fait ordinairement en nature et culture, c'est-à-dire entre ce qui relève de l'humain et ce qui relève de la nature. Troisième considération, ce sont les dispositifs qui régionalisent ce qui peut relever du sacré de ce qui peut relever du profane. Mais j'entends revenir justement sur le paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui de l'intériorité, pour entrer dans le vif du sujet par rapport sur la question de la volonté des non-humains. Nous sommes humains quand on le dit, c'est-à-dire, ça, il y a pas, je ne vais pas vous faire on ne va pas faire le philosophe grincheux, on ne va pas pour le moment s'asseoir sur les définitions. Nous sommes humains, nous sommes agis par un ensemble de facteurs non humains, c'est-à-dire la famille, le pays, on vient de le dire, hein, la famille, le pays, les dispositifs. Nous sommes agis par un ensemble de facteurs non humains. Mais jusque-là, il nous semble que, tout en étant agis par ces facteurs non humains, c'est nous qui agissons quand il s'agit de vouloir. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce qu'on appelle nous-mêmes l'autodétermination à choisir, dès que ça rentre en jeu, c'est une affaire d'humain. Eh bien, il me semble que le problème pourrait être posé tout à fait autrement, justement à l'inverse. Il me semble qu'au lieu d'être humain, du moins qu'au lieu d'être réservé aux humains, la volonté est fondamentalement ou plutôt non humaine. C'est-à-dire que les mobiles à partir desquels on veut sont toujours des mobiles qui sont décidés à partir de nous, mais non par nous. C'est tout à fait con. Hein? C'est complètement... c'est le vieux débat, il paraît, entre la surdétermination, c'est-à-dire la nécessité ou l'alternative humaine ou le hasard. Non, mais ce n'est qu'une apparence. Je ne suis pas du tout là. J'en suis à vous dire que l'acte de vouloir consiste à appeler en nous-mêmes ce qui nous fuit nous-mêmes. À chaque fois, Nietzsche a dit vouloir libère, à chaque fois qu'on fait un acte de volonté, on fait un acte d'adhésion à quelque chose qui est forcément plus grand que nous. Tout acte volontaire se définit comme un acte d'adhésion à quelque chose qui est plus grand que nous sentons que la particularité humaine que nous pouvons être. Ainsi dit, la volonté fait de nous un acteur et en tant qu'acteur, on n'est plus tout à fait, on ne peut plus revendiquer l'humanité. Du moins, on peut la revendiquer en corrélation avec un certain nombre d'acteurs, d'autres acteurs. Concrètement, quand on veut changer une situation donnée, par exemple, j'entends beaucoup de politiciens dire « Ouais, moi, je vais changer le pays ». D'ailleurs, c'est la période pour le dire en ce moment. Je vais changer le pays. On dit « Ah, tu vas changer le pays ?» Oui, je vais changer le pays. Comment tu vas faire pour changer le pays? Eh bien, je vais rétablir la justice. Je vais résoudre le problème de la sécurité. Je vais rebalancer l'économie. Sauf qu'en disant cela, nous ne nous rendons pas compte. Nous appelons de nos voeux des entités
concept qui est très cher à la problématique des non-humains. Nous appelons de nos voeux une entité qui s'appelle la justice. Question de l'article. Nous appelons de nos voeux une entité qui s'appelle la sécurité. Et de nos voeux, beaucoup d'autres questions, autant que vous voulez. Cela veut dire que la justice a ses règles, ses dispositifs et ses volontés, et que tout ce que nous pouvons faire avec, c'est négocier. Ah, désolé. Dans cette affaire, il n'y a pas de place pour le messianisme. Il n'y a personne qui peut dire quoi faire à la justice. Peut seulement apprendre ce qu'elle veut. Déjà apprendre ce qu'elle est, avec Platon, bon, c'est tout à fait autre chose. On pourra revenir par la suite dans les débats. Mais surtout apprendre ce que dans une circonstance donnée veut la justice. Et il me semble qu'elle ne veut pas toujours les mêmes choses. C'est-à-dire dans une situation X ou Y, une situation X ou Y, quelque chose peut être tout à fait juste pour la justice et être tout à fait injuste pour vous. La justice ne vous demande pas votre avis. Ainsi va pour la sécurité ou pour le pouvoir. Tiens, le pouvoir. Pourquoi je vous cause aussi longuement sur les concepts que je prends finalement pour des entités? Pour un rapprochement très simple. Très simple. Les philosophes sont rusés, il ne faut jamais les croire sur parole. Qui consiste à dire que si nous appréhendons les choses matérielles ou immatérielles, il ne faut en aucun cas penser que les choses ne se préhendent pas. Le concept de préhension, très cher à Whitehead, Alfred North Whitehead, nous est utile ici parce qu'à aucun moment on ne peut nier que les êtres, les choses, les entités entretiennent entre eux et entre elles des rapports interobjectaux et que ces rapports sont totalement en absence de nos aperceptions et de nos volontés humaines. J'aime bien dire les choses simplement, d'autant plus qu'on est dans un café philo. C'est-à-dire, la Lune ne tourne pas autour de la Terre parce qu'on le veut, quoi. Enfin, il faut arrêter à un certain moment. Les entités, les choses entretiennent entre elles des rapports totalement indépendants de notre volonté. Maintenant qu'on leur refuse l'intériorité, il va de soi qu'on leur refuse aussi une volonté. Bon, on ne va pas dire que c'est parce que la Lune veut tourner autour de la Terre qu'elle le fasse. Mais on va dire tout simplement que les entités avec lesquelles on traite, nous, il y va et des entités matérielles et des entités immatérielles, et aussi des entités spirituelles. Pourquoi le nier? C'est-à-dire, vous êtes nombreux ici, et même les téléspectateurs, assurément, à interpeller des entités immatérielles, spirituelles plutôt, et à penser que ces entités détiennent une volonté. Donc, pourquoi enlever les entités spirituelles de notre débat? Il me faut toutes les entités. Donc, la volonté des non-humains, s'il en est, ne veut dire autre chose que la volonté elle-même n'est pas humaine. Qu'est-ce qui reste à l'humanité dans ce cas? Je vous pose la question. Il reste à l'humanité, ce me semble, la conscience revendicatrice de cette volonté. Je ne sais pas si vous connaissez l'hypothèse Gaïa. Il s'agit de dire que ouais, la Terre est un être vivant, certes, mais le cerveau de la Terre serait la volonté du micro.
La Terre est un être vivant, certes, mais le cerveau de la Terre, enfin, la matière pensante de la Terre serait les hommes. J'entends. Mais ce qui m'intéresse, c'est à partir de quel moment où les hommes eux-mêmes sont traversés par ce qui va plus loin qu'eux, et que quand ils veulent, à chaque fois qu'ils manifestent de la volonté, pour quoi que ce soit, à chaque fois qu'ils donnent une adhésion quelconque, ou qu'ils veulent se lever le matin, ils font quelque chose qui en acte et en fait leur dépasse. Pour conclure, parce que je vois des visages bien stupéfaits qui attendent que de bondir avec des questions, alors, Platon n'était pas bête. Il peut avoir été fou sur les bords, mais il n'était pas bête. Et quand il fait sa distinction entre le monde sensible et le monde intelligible, il ne voulait assurément pas nous dire qu'il y ait un topoi, comment dire, évanescent quelque part. On ne connaît peut-être pas encore les codes pour y aller, mais il y a un certain lieu géographique où le philosophe peut partir et revenir, des choses comme ça, qu'il a eu l'air de dire, je vous le consentirai. Quand il décide au concept, la qualité de l'immuabilité, quand il décide que le beau est beau et que la justice est juste, il me semble qu'il nous a laissé un héritage, et Plotin a très très bien compris cet héritage, qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous, mais avec nous, que cette chose nous traverse autant qu'elle traverse les êtres les plus simples, les grains de poussière, les amides ou autre chose, et que cette chose-là, si elle ne peut ou elle ne le fait pas se manifester comme on le fait à l'individuel et avec le langage articulé dont on le fait, détient ses propres règles qu'il faut connaître, détient ses propres volontés avec lesquelles il faut traiter. Ce sera tout, j'attendrai vos questions. Merci beaucoup Néhémie, et merci à vous, cher public, d'avoir applaudi Néhémie pour sa présentation assez succincte et assez simple, mais aussi assez profonde. Je sens qu'il y a bien des questions dans la foule, des interrogations même, des commentaires. Nous allons donc passer aux questions. Et avant de prendre les questions, nous allons observer une petite pause musicale.
Voilà, et c'est le moment tant attendu où vous allez poser vos questions, vous allez faire vos commentaires. Néhémie est donc bien disposé, disponible pour vous répondre. Je vous rappelle que le micro se trouve sur cette table juste en face de moi, où deux jolies dames s'asseyent. Alors, vous pouvez prendre le micro. On va commencer par une première série de 4 questions. Je vous prie d'être assez bref, de ne pas faire de trop de développement pour éviter que l'on mobilise un peu trop la parole et que plus de personnes puissent parler et qu'un débat puisse s'installer véritablement. Je vois déjà la main de Casimir, d'Angelo, Paulson et la 4e personne, Gaël. Voilà. Il y a de cela quelques temps, Néhémie a présenté sous une autre couture l'intervention de tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Alors, je vais être très bref. En général, je suis assez long. J'ai 3 préoccupations. Alors, la première concerne le concept. Je crois que le concept est une invention humaine. J'aimerais bien que Néhémie réagisse dessus, puisque le concept comme phénomène humain, comme élément d'intelligibilité est apparu à un certain moment donné de la durée. La deuxième remarque que je voudrais faire concerne l'acteur. Il ne faut pas entretenir, à mon avis, cette méprise qui veut confondre l'acteur au sujet. Parce que l'acteur est inscrit dans l'histoire alors que le sujet est plutôt transcendantal. Pour vous qui êtes de formation philosophe, vous le comprendrez aisément. L'acteur, en général, négocie. Et la troisième remarque que je voudrais faire concerne le symbolique et l'imaginaire. Pour ma part, je crois que le symbolique, ou la socialisation du sociologue que je suis, est une extension de l'humanité et non, elle ne s'inscrit nullement dans une surdétermination qui, je dirais, se placerait dans une non-humanité à proprement parler. Autrement dit, pour ma part, je crois que parler, je ne sais pas, des zombies ou encore des autres phénomènes qu'on pourrait qualifier de non-humains se rangerait dans une extension de l'humanité et non de l'humain à proprement parler.
Ce sont les préoccupations que je voudrais soulever. J'imagine que d'autres ont des interventions. Merci bien. Merci Samy et bonsoir messieurs, dames. Je voudrais tenter ce soir d'être plus bête comme jamais je ne l'ai été, et en essayant de soulever des problématiques qui vont être celles d'un matérialiste de premier degré. Donc déjà, vous pouvez situer ma bêtise. Je voudrais essayer de dire que l'homme, en voulant, mobilise des processus cognitifs et mentaux. Ce qui fait que nous pouvons vouloir parce que anatomiquement et physiologiquement, nous sommes déterminés d'une certaine façon. Et nous disposons d'une forme d'intelligence qui nous permet d'évaluer la dimension cognitive des objets qui nous environnent. On peut mettre en question les possibilités de nos schèmes d'intelligibilité, mais il n'en demeure pas moins que l'être humain est capable de se positionner en sujet pensant le monde et en sujet capable d'exprimer une pensée du monde. Je ne comprends pas, et je vais avoir du mal à comprendre ça, comment nous pouvons supposer aux objets, aux non-humains, la possibilité de vouloir quand ils ne disposent pas des mêmes outils d'intelligibilité que nous. En d'autres termes, même si les objets peuvent vouloir, ils vont vouloir à un ordre du réel qui déborderait nos possibilités de saisir leur exercice de volonté. Donc ce qui fait que cette volonté des non-humains ne serait pas à la portée de notre volonté à nous. Donc comment, de ce chef, supposer la volonté des non-humains quand on ne peut même pas évaluer cette pensée? Si nous sommes encore dans ma logique de bêtise, une logique d'évaluation primaire. En d'autres termes, quand tu as mobilisé le mot entité, ça m'a interpellé aussi. C'est un mot qui est très à la mode, qui fait franc-maçon, qui fait je suis mystique, le monde n'est pas ce qu'on voit, et il y a toujours quelque chose derrière. Je pense que les êtres humains, je vais finir ça, mais t'inquiète pas, je n'ai aucun souvenir de moi long en prenant la parole, hein, concis, bref et tout. Voilà. Alors, si nous prenons le mot entité, je peux situer ce mot. On va dire que le mot entité serait carrément un terme évaluatif. Je peux situer ce mot dans un régime de parole qui est propre à certains mystiques. Donc quand tu me dis entité et non concept, tu te situes déjà d'un point de vue épistémologique et philosophique. Tu me dis que tu préfères l'image à la chose, que tu préfères les spéculations aux données du réel concret. Donc, comment peut-on brasser tout ça dans la même sauce? Voilà. Paulson. Oui, merci. Je voudrais limiter ma question à une partie précise de l'intervention où vous avez évoqué la limitation de la volonté humaine. Comme quoi, je ne suis pas très sûr, si je me trompe, vous me corrigerez, comme quoi la volonté humaine est régie par des facteurs non humains qui, eux autres, conditionnent, limitent cette volonté dans le temps ou dans l'espace. Alors, ma question est la suivante. Et vous avez pris un exemple, en particulier l'exemple de la Terre par rapport à la Lune, pour exprimer qu'il y a des phénomènes non humains qui transcendent cette volonté humaine. Alors, ma question est la suivante. Si quelque part, ces phénomènes non humains qui transcendent la volonté humaine, ou qui la limitent, ou qui la régissent, sont extérieurs à la volonté humaine, ces phénomènes-là qui sont, en d'autres termes, un ensemble d'informations et qui sont eux-mêmes régis par une volonté, la volonté scientifique parfois, parce que si on considère que la Lune à une certaine distance du Soleil, la Terre à une certaine distance du Soleil génère la vie, donc un petit peu plus proche, il n'y aurait pas de vie, un
petit peu plus loin, il n'y aurait pas de vie. Donc, cette information-là est une information non humaine. Est-ce que quelque part, cette information-là n'est pas soumise à une volonté supérieure ultime qui n'est ni humaine ni non humaine? Merci. Salut à tous. Néhémie, j'ai une seule question. C'est quoi un non-humain exactement? Peut-on considérer une éclipse lunaire comme un phénomène dû au non-humain? Merci. Le concept aurait une date. Bon, je n'ai jamais vu l'acte de naissance du concept. Je suis donc incapable de le dire. Sauf que je n'ai pas commencé à parler du concept. J'ai fait exprès de commencer plutôt à parler de choses simples comme la généralité de l'article défini qu'on retrouve dans la langue française et dans beaucoup d'autres langues. En général, les langues ont une manière de proscrire, de circonscrire plutôt la généralité. Différence entre l'acteur qui serait historique et le sujet qui serait transcendantal. Bon, il ne me semble pas, à part dans le cogito cartésien, qui est bien beau, hein, que l'on puisse différencier et que l'on puisse me dire à quel moment on arrive à différencier le sujet de l'acteur qu'il est. C'est-à-dire que l'on reconnaît un sujet pas pour autant qu'il se le dise, et même en le disant, il agit. Par conséquent, j'ai du mal à accepter la différence qui serait historique entre sujet et acteur. C'est-à-dire, je suis presque dans l'incapacité de concevoir un sujet non agissant, même si son action consiste à se poser comme sujet. Je suis vraiment dans l'incapacité de concevoir un sujet non agissant. Après, sur la question du symbolique, extension de l'humanité, bon, je n'ai pas trop bien compris. Ce qui, peut-être que je vais revenir là-dessus, par conséquent. Alors, D'Angelo est tout aussi rusé que les philosophes, même s'il ne veut pas l'être, en nous sortant que l'homme en voulant mobilise des processus cognitifs et mentaux. Tu dis bien des processus. La réponse est dans la question. On mobilise les processus, c'est-à-dire que les processus sont tels qu'ils sont disponibles pour être mobilisés. Après, si tu veux me décrire des histoires de neurones, bon, là, on va rentrer premièrement dans un débat qui n'est pas de ma compétence. Deuxièmement, dans un débat qui pourrait être tout aussi humain que canin, que félin. Les processus mentaux liés aux neurones. Mais si on garde le terme de mental, pour autant que c'est quelque chose de, je sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Comment? Quelque chose de, peut-être spirituel, quelque chose, je sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Mais le mot dans le concept dans la question de processus, j'ai peur du mot concept, dans la question de processus cognitif, il me semble que la réponse est tout à fait dans la question, sous la belle couverture de dire qu'on mobilise des processus, oui, des processus disponibles pour être mobilisés. Donc, ce qui implique qu'on suppose au non-humain la possibilité de vouloir. Mais je ne suppose rien du tout. Je n'ai même pas dit que les non-humains voulaient. Je dis que l'acte de volonté elle-même est non humaine. C'est différent. C'est la volonté elle-même, justement, qui est affaire de mobilisation. Et que toute mobilisation implique au moins deux moments.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans l'excéité, on ne peut plus être dans la particularité singulière de quelqu'un. Si on est dans deux moments, toute mobilisation nécessite au moins deux moments. Parce que toute mobilisation renvoie, comme tu l'as si bien dit, à un processus. C'est-à-dire vouloir, toujours à vouloir quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans... Alors, le débat risque de devenir académique. C'est ce qui s'est passé dans la phénoménologie de Heidegger. C'est la tension qu'il y a entre Husserl et Heidegger, c'est de savoir si on va garder le monde comme présence ou si on va garder le monde comme absence. C'est-à-dire que si, dans l'acte d'appréhension du monde, je vais considérer que j'appréhende le monde avec ma conscience ou je vais considérer que le monde est là pour être appréhendé avec ma conscience. Husserl a proposé que toute conscience aurait été conscience de quelque chose, ce qui est un beau pas pour l'idéalisme, parce que c'est de l'idéalisme, mais de l'idéalisme des objets. C'est très bien. Mais Heidegger est un peu plus complexe que ça, peut-être dans la perspective que tu dessines, est un peu plus dans ce qu'il appelle que les choses sont à portée de main, il a dit. C'est-à-dire que non seulement on appréhende par notre conscience, mais aussi la chose se donne à être appréhendée. Donc, c'est l'acte de vouloir elle-même qui suppose une ambivalence qu'on ne peut pas, à partir de laquelle on ne peut pas définir l'humain. C'est la volonté elle-même qui est non humaine. Comme l'a dit d'ailleurs Schopenhauer dans son beau livre, Le monde comme volonté et comme représentation. C'est-à-dire, je n'aime pas faire la pluie de références, mais l'idée existe déjà. Je n'ai rien inventé ce soir. Je suis dans tout un processus. J'ai commencé avec une première intervention de Café Philo pour dire comment on fait pour vivre dans deux rationalités telles qu'on le fait en Haïti. La dernière fois, j'ai étalé l'idée de négociation et appartenance. Mais maintenant, j'avance. Mais pour le moment, je ne suis pas original du tout. On en parlerait un peu plus tard. Alors, je voudrais finir sur deux choses. Le concept d'entité, qui serait, dirait Angelo, alors après qu'il ait dit que on ne peut pas supposer des volontés. Et encore, dire que c'est l'homme qui suppose des volontés aux non-humains, c'est ne pas faire confiance à ce que disent beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, on est partout, les gens supposent des volontés à des entités non-humaines. Ça, c'est... Sur la question des entités, je n'ai jamais lu de franc-maçon, désolé. Je fais référence plutôt qu'à un concept, à une manière de penser. À une manière de penser qui veut, Gaël, que effectivement, je ne vais pas vous dire ce qu'est le non-humain. Parce que la chose paraît évidente, enfin. À un premier moment, si on veut dire une définition classique, le non-humain est ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire, ça me semble aller de soi. Maintenant, ce qui n'est pas humain est ce qu'on ne définit pas comme tel. Parce qu'il y a quelque chose qu'on définit comme étant humain. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire la distinction entre nature et culture. Je ne vais pas vous faire la distinction entre l'homme et la nature. L'homme qui serait un être intelligent, langagier, machin. Sur la question de l'éclipse lunaire, je n'ai pas tout à fait compris. Paulson. Oui, c'est la question de l'éclipse lunaire. Non, Paulson. Ah, volonté humaine limitée par des facteurs non humains. Oui, on est tout à fait d'accord, oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Et des réponses assez courtes à des questions assez pertinentes. Je vois déjà la main de Ralph, de Remaret et de Kirby, les grands penseurs de Café Philo. Remaret. Qui a dit que le propre de la volonté, c'est quand on vous force à faire quelque chose, de telle sorte que la volonté réside dans un ensemble d'autres concepts. Le concept de la force, du pouvoir, de la puissance et de l'autorité. Si moi, comme étant un adepte de la science politique, et si j'entre dans le carré magique de la force, du pouvoir, de la puissance et de l'autorité, on verra que toute puissance est dissuasive. Et je suis au milieu d'une foule. Voilà que la foule commence à lyncher. Il n'y a qu'une seule tendance dans ma tête,
c'est de commencer à envoyer une pierre aussi pour lapider et lyncher en même temps. Donc dans ce carré magique de la volonté, pour moi, ma pensée n'existe pas. Même le fait de penser que je pouvais vouloir. En ce sens que, si je dis que je pense, j'aurais de préférence pu dire « on me pense ». Parce que dans la foule, c'est cette puissance qui m'amène, qui me conduit, qui vraiment me fait faire. Donc, quand est-ce que l'homme fait et quand est-ce que l'homme est poussé à faire? Je peux répondre tout de suite. L'homme est toujours en train de faire, mais avec beaucoup d'autres choses que oui, lui-même. C'est là que j'essaie de poser la question. Est-ce que j'ai cette latitude de dire que je pense, alors que quelque part, on me pense? Merci. D'accord. Ralph Jean-Baptiste. Merci Néhémie pour votre intervention. Vous savez clairement que je porte un grand intérêt à cette problématique, la problématique non humaine que vous essayez de porter à Café Philo. C'est d'ailleurs, Casimir vient de le rappeler, la deuxième fois que vous intervenez sur ce sujet à Café Philo. Pour ma part, je pense qu'il y a des nuances à évoquer quand on parle de cela. Et c'est pour cela aussi que je pense qu'il y a peut-être des préjugés qu'il faut mettre de côté quand on parle de non-humain, quand bien même il s'agirait d'une pensée qui n'a pas encore trouvé son acclimatation en Haïti. Par exemple, ce que vous dites, cette parole me fait penser par exemple à quelque chose qui a prédominé dans l'histoire de la philosophie, notamment à partir de Husserl dans les méditations cartésiennes, où il propose quelque chose qu'il estime que Descartes n'a pas pu faire, c'est-à-dire ce que les philosophes appellent l'époque, c'est-à-dire une mise en suspension du monde pour revenir, c'est le mot de Husserl, pour revenir aux choses mêmes, l'aïdétique. Mais depuis la fin de l'idéalisme allemand, on comprend clairement que nous sommes passés du stade de celui qui se pense, comme on le voit par exemple chez Fichte ou chez Schelling, à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à l'émergence d'une figure qui se conçoit dans cette ambivalence de l'envers et de l'endroit. Il n'empêche que, je pense d'ailleurs qu'il y a plein de choses que l'on pourrait vouloir dire sur la problématique non humaine. Je ne sais pas trop pour la volonté, et je ne voudrais pas vraiment parler de la volonté des non-humains ce soir. Sinon, évoquer le fait que, par exemple, dans Esquisse critique de Max Dominic, il dit qu'il dédicace ce bouquin à une part féminine toujours déjà refoulée dans l'inconscient. C'est-à-dire que finalement, mon idée, c'est de proposer le fait qu'on ne sait pas toujours quand on est à la fois l'humain et le non-humain. Comment on fait pour négocier avec ces deux entités? C'est-à-dire, en d'autres termes, je n'aurais pas tendance à concevoir un être non-humain qui existerait indépendamment de nous. Je pense de préférence que l'humain est à la fois le non-humain et que Jean-Billy, qui est un bon ami, nous en a parlé par rapport aux plantes, par exemple, qu'elles peuvent réagir, comme on l'a vu dans la psychologie, par rapport à des seuils de sensations. Elles sont capables de reconnaître des gens ou des êtres ou des objets selon un galvanomètre qu'on leur applique. Je pense, en un mot, qu'en Haïti, cette pensée peut être très rapidement rabaissée, ridiculisée, parce que nous sommes un pays où le poids de l'imaginaire, encore très prégnant, pèse de tout son poids. Mais si l'on veut, par exemple, éviter les préjugés, éviter d'assimiler cela aux sectes mystiques, on peut à la limite voir qu'il s'agit là de la germination d'une pensée qui peut être utile à bien des égards, dans la mesure où au moins elle nous apprend quelque chose. Qu'il nous faudrait peut-être, c'est ce que les philosophes ont toujours tenté de dire, après Descartes, toujours quelqu'un pour regarder derrière nous. Il faut toujours quelqu'un pour voir ce qui se passe dans notre dos. C'est en ce sens que le non-humain est toujours une part, pendant longtemps, ignorée, mais une part de l'autre, comme dirait Éric Emmanuel Schmitt, mais n'empêche une autre façon d'être nous-mêmes. Merci. C'est une fin, parce que fin, c'est pas parce que le sujet n'est pas développé comme je l'aurais voulu, c'est parce que plutôt Néhémie est exactement dans l'objectif des cafés philo, qui n'est pas là pour travailler une réponse donnée une fois pour toutes,
mais plutôt qui est une invitation à la réflexion. Et je comprends davantage l'approche de Néhémie de cette manière-là. Plutôt que d'avoir des réponses qui sont toutes faites ou qui seraient déjà établies, il cherche à interpeller la conscience de chacun ici pour leur proposer une autre forme de réflexion, d'introduire justement ce qu'il appelle les non-humains. Et parler des non-humains, je ne sais pas, je vous rapporte un exemple que Michel Onfray met notamment dans son dernier opus, Cosmos, où il montre justement qu'il y a une vie, qu'il y a des activités qui ne sont pas humaines. Et un exemple précis, il y a certains arbres, notamment certaines plantes plutôt, qui, après avoir été mangées par des prédateurs, ont fini par communiquer entre elles. Et les autres qui n'ont pas été déjà avalés par ces prédateurs-là ont poussé des ronces carrément. Donc est-ce qu'on va appeler ça la volonté des plantes ou des arbres? Je ne sais pas. Mais on a vu que la communication, je ne veux pas aller jusqu'à dire la volonté des arbres pour se protéger, je ne suis pas spécialiste dans ces choses-là, mais les éthologues et d'autres spécialistes commencent à se réveiller justement sur la question, à savoir est-ce que ce qu'on appelle la volonté, c'est une chose, c'est une faculté qui serait typiquement humaine, ou est-ce que d'autres catégories pouvaient s'y trouver également? Il y a cet auteur qui est très pointu sur cette question-là, qui est Gilles Lannes, qui a écrit un livre assez extraordinaire qui dit « Si les marionnettes pouvaient choisir ». Est-ce qu'à un certain moment, toutes nos actions, on est d'accord que tout ce que nous faisons ne sont pas, depuis Spinoza d'ailleurs, qui dit nous croyons être libres parce que nous ignorons des choses qui nous déterminent. Même si Spinoza était un penseur qui était déjà en avance sur son temps, que l'un de ses continuateurs allait donner raison. Je parle d'Antonio Damasio qui dit justement Spinoza avait raison. En ce sens, parler de la volonté humaine et la réserver, ce serait une dictature de la part des hommes et même un égoïsme extraordinaire. Donc l'ouverture, moi je n'ai pas la prétention de répondre non plus à aucune question, mais je demanderais à Néhémie, ne serait-il pas intéressant de déterminer ce qu'est la volonté, c'est-à-dire une définition de la volonté, pour ensuite essayer de l'appliquer au micro qui est devant lui, par exemple au verre qui est sur sa table, ou bien à la caméra qui filme. Bon, je dirais que la caméra filme toute seule, il n'y a personne derrière, c'est la volonté de la caméra. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas ça, Néhémie? Moi, je suis tout à fait sensible à la thématique que tu développes, même si je demeure insatisfait. Donc, je pense que c'est déjà longue vie à cette problématique, l'humain, non-humain, volonté, involonté. Merci, Néhémie. Merci Kirby. Et Romarie a bien compris, hein, et ça me fait plaisir, le sens de mon intervention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préhension, et même si on se réserve l'appréhension, que nous sommes dans un cycle de préhension et que la volonté, comme autre chose que nous pouvons mobiliser, à un certain moment, n'accepte pas d'être régionalisé au fin mot et ça peut aller plus loin. Alors, là où il pose la question, c'est, enfin, je l'ai évoqué, on n'a pas beaucoup de temps, c'est la question de la fatalité précisément pour la pensée. Est-ce qu'au final, je pourrais dire que je suis un être pensant et que je suis libre de ma pensée? Si tu veux, c'est-à-dire, il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux tout à fait, enfin, comment dire, j'ai envie de dire, la question n'est pas là. La question, si on est libre de sa pensée, peut être posée dans beaucoup de lieux, notamment dans des lieux politiques, notamment, voilà. Mais j'ai envie de dire, la question n'est pas là, si on est libre de notre pensée. La question, c'est plutôt pour moi, à partir de quel moment les rapports interobjectaux nous traversent ou pas. Ça n'engage pas, ça n'entame pas la question de la liberté. Hein. On peut en parler, notamment la question de la liberté chez Spinoza, face à la légalité de la nature, face au fait que toute chose répondrait à des lois et que ces lois-là seraient telles pour elles-mêmes. On peut en parler, mais la question n'est pas là. Alors,
Ralph est venu à ma rescousse, on va dire ça comme ça, pour dire que oui, mais il ne faut pas sous-estimer ni faire de rapport avec ce qui se passe dans le pays. Je suis d'accord, oui. A priori, il ne faut pas tout de suite se dire, ah, voilà quelqu'un qui vient nous parler de non-humain identité, c'est quelqu'un qui vient défendre la franc-maçonnerie ou le vaudou. Il parle de zombies. Et qui vient nous parler de zombies. Ce serait vraiment dommage, vraiment, qu'on ne me réduise à ça. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, pourquoi pas ça aussi? Pourquoi ne pas considérer aussi qu'il y a toute une thérapie, par exemple, on en a parlé avec Dr Charles la fois dernière, qui a un mode qui a un modus operandi particulier qui consiste à discerner les symptômes des patients. C'est-à-dire à faire des symptômes quelque chose d'à part et le patient quelque chose d'à part, ne pas les solidariser. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a pas, enfin, on peut penser tout. C'est-à-dire, quand Spinoza a dit bien connaître Dieu, c'est le connaître tel qu'il se connaît lui-même. Il n'était pas en train de dire quelque chose de religieux, hein? Vraiment. Au contraire, il n'y a pas de phrase plus laïque. D'ailleurs, il a failli se faire condamner pour cette phrase. Il n'y a pas de phrase plus laïque que de dire que bien connaître Dieu, c'est... Pourquoi ne pas parler de Dieu? Enfin, il est où le problème? Il n'y a pas de problème, on peut en parler. Après, sur la question de y a-t-il un non-humain en dehors de nous, hein, y a-t-il un non-humain en dehors de nous ou est-ce que c'est de l'anthropo? Est-ce que c'est une projection anthropomorphe? Je ne pense pas. Ce serait plutôt l'inverse. Dans ce texte, et Graham Harman a dit un truc très intéressant sur Whitehead, justement. Il a dit que Whitehead fait l'inverse de l'anthropomorphisme. Il ne nous dit pas, et on peut en parler tout à l'heure, que l'humain et que les choses auraient une âme. Il nous dit que justement, nous, on a des choses. C'est ça qui est différent. Bon, pour Kirby, qui est resté sur sa fin, c'est un peu le but, il a raison. Et il a soulevé un beau point, qui est la question de l'alimentation, voire même de la prédation. Un monsieur qui s'appelle Eduardo Viveiros de Castro, un Brésilien, a fait un livre qui s'appelle Métaphysique cannibale, où il traite de la question de la prédation. Et Jane Bennett a fait un livre qui s'appelle The Vibrant Mother, qui traite justement de la question de l'alimentation, des choses qui nous traversent et qui nous déterminent. C'est-à-dire des non-humains qui font partie de nous, que nous mangeons, avec quoi on est traversé physiquement, quoi. Tout ça, des références dont on peut approfondir. Après, si je dois définir la volonté pour parler du micro ou de la caméra, je distinguerai très bien ce qui relève de la volonté en nous ou dans les choses et ce qui relève du mécanisme. Et je verrai très bien aussi à quelle proportion dans un mécanisme il y a du vouloir et dans le vouloir il y a du mécanisme. Ce sont là les réponses de Néhémie Pierre Daromé qui nous a entretenus aujourd'hui autour du thème la volonté des non-humains. Alors, on va arrêter là. C'est la fin de la séance de Café Philo pour ce soir. On se donne rendez-vous à mardi prochain. Nous remercions tout le public là, nous remercions le présentateur et Néhémie Pierre Jean avec Samy pour Café Philo ça et nous promettons l'autre Café Philo pour prochaine fois Capi bon toujours.